Bonjour à tous et merci pour l'invitation. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler des maladies éruptives de l'enfant. C'est un sujet assez vaste et je vais essentiellement me restreindre aux maladies qui sont associées à de la fièvre. Toutes les maladies infectieuses de l'enfant, juste pour rappel, les enfants en fait d'âge préscolaire, c'est-à-dire avant l'âge de 5 ans, font de très nombreuses infections virales qui sont liées au fait qu'ils ont une baisse d'immunité. Donc, ils vont perdre leur immunité passive transmise par leur mère et développer leur propre immunité. Et donc, on a un trou d'immunité à un moment, et c'est surtout les enfants de moins d'1 an, mais aussi les enfants d'âge préscolaire. Et les maladies éruptives s'inscrivent dans ces infections virales et on voit des maladies éruptives en pédiatrie parce que c'est le résultat d'une primo-infection liée à des virus ou potentiellement des bactéries pour lesquelles ils vont développer une petite immunité qui va se consolider au fur et à mesure des rencontres avec le pathogène pour devenir une immunité à vie. Alors, les maladies éruptives, il y en a effectivement de très nombreuses. On va essayer d'aborder cette liste ce matin. Mais d'abord, les maladies éruptives de l'enfant, c'est un diagnostic clinique. Et donc, les techniques de laboratoire peuvent éventuellement nous aider, mais c'est d'abord à vos ressources de cliniciens qu'on va faire appel, et en fonction des caractéristiques de l'éruption, des symptômes associés chez l'enfant, de son âge, de son carnet vaccinal, des caractéristiques épidémiologiques du moment, on va pouvoir faire un diagnostic hautement probabiliste de cette infection et de cette éruption, la plupart du temps quand même virale. Alors, j'ai décidé de les présenter par catégorie de germes, et donc on va commencer par les bactériennes, et probablement celle qu'il ne faut pas rater, le drapeau rouge, l'alerte, c'est la méningococcémie. La méningococcémie, elle est liée à Neisseria meningitidis, qui est un gramme négatif qui s'organise généralement en diplocoque. Et alors, la grande caractéristique, ce sont les éléments purpuriques qui sont généralement relativement larges, qui peuvent être échymotiques ou pétéchiales et qui s'organisent sur l'ensemble du corps et qui s'élargissent au cours du temps et qui deviennent parfois des bulles. Et associé à cette éruption purpurique, l'enfant est moche ou très moche. Il n'est jamais bien. Donc, soit il est septique avec de la fièvre, de la céphalée, il est apathique, prostré, ou alors il est très moche, il a un purpura fulminans. Donc, c'est une évolution extrêmement rapide avec un enfant qui se choque, qui rentre en coma. Et là, on commence à courir derrière et on espère qu'on va le rattraper. Une bactérie, donc, qui se met en évidence par des cultures dans le sang, éventuellement des cultures dans les LCR, éventuellement sur les biopsies cutanées, ou maintenant avec les techniques de PCR, on va pouvoir éventuellement le mettre en évidence. Donc, on a un enfant qui a ces lésions purpuriques extensives. Généralement, chez un enfant moche, celui-ci, je le trouve un peu trop rose. Généralement, quand on en a vu une fois, on s'en souvient toute notre vie. Ils sont grisâtres, jaunâtres, avec des lésions extensives qui parfois prennent un aspect de bulle, et puis une nécrose des extrémités. Donc, c'est une pathologie qui laisse des séquelles. Jusqu'à 20% des cas vont garder des séquelles. Jusqu'à 40% de décès quand ils sont à purpura fulminans et qu'on n'arrive pas à les rattraper. L'évolution est extrêmement rapide et va dépendre de notre prise en charge. Donc, il faut commencer rapidement un traitement, autant le traitement supportif que le traitement antibiotique. On le voit toute l'année et les deux pics, c'est les nourrissons et les adolescents. On est contagieux jusqu'à 24 heures d'antibiothérapie et le devoir du médecin de première ligne, c'est d'administrer une prophylaxie médicamenteuse aux personnes vivant sous le même toit. Maladie à déclaration obligatoire, la santé publique va gérer les autres individus en contact potentiel. Dans les autres maladies bactériennes, la suivante, c'est la scarlatine. Alors, la scarlatine, on la connaît relativement tous aussi très bien. C'est cette maladie qui est liée au streptocoque du groupe A et essentiellement à son aspect toxinique. Et donc, l'enfant, comme lié à la toxine, va développer une érythrodermie. Donc, il a une peau rouge presque sur l'ensemble du corps, mais qui prédomine au niveau du tronc, avec un aspect, et c'est ça qui est particulier à la palpation, vous avez l'impression de palper du papier verré ou du papier sablé. Il a une marque plus importante au niveau des plis qui sont les lignes de Pastia, associées à une amygdalite exsudative et une langue extrêmement rouge qu'on appelle langue framboisée. Généralement, il est aussi quand même malade avec de la fièvre, un enfant qui, lié à la toxine, a des douleurs potentiellement abdominales, des vomissements
et aussi lié à son angine odynophagie, une atteinte pharyngée. L'évolution est également rapidement favorable sous antibiotiques. Les complications sont quand même relativement rares dans nos régions. On les voit toute l'année chez les enfants d'âge scolaire. Souvent, un enfant de moins de 4 ans fait rarement des infections à streptocoque du groupe A, sauf si son frère ou sa sœur l'a exposé, et la contagiosité est maximale au début de l'infection. On le met de nouveau, c'est une bactérie, la culture de gorge le met en évidence. Alors, on retrouve cet enfant avec son érythrodermie, on devine l'aspect grenu et une langue framboisée. Ils ont parfois une desquamation des extrémités. La dernière maladie bactérienne dont je voulais évoquer et dire quelques mots ce matin, c'est l'impétigo. Donc ça, c'est lié de nouveau à un coccigramme positif, mais qui est le Staphylococcus aureus. On sait qu'il se trouve très très bien dans notre nez, dans la région d'avant des narines. Et alors, à partir de là, et souvent en été, les enfants se grattent un peu le nez, se font des microplaies. Le staphylocoque se trouve très bien dans ces microplaies, se multiplie et donne une petite papule érythémateuse qui finalement va apparaître sous une forme de croûte, et c'est cette croûte en fait mielleuse, un peu humide, qui est caractéristique. Au départ, ils l'ont autour du nez, les enfants tripotent leur petite croûte, ils en mettent au niveau des extrémités, et puis finalement ils se disséminent partout parce que ils vont aller se gratter autre part. Ils sont rarement moches, ils sont généralement en bon état général, sauf si c'est extensif, ils peuvent faire un peu de fièvre, une évolution favorable sous antibiotiques, topiques ou pleuros. Et c'est toute l'année, on fait des mesures d'hygiène standard, c'est le contact des lésions qui va être transmetteur. Donc on voit, et sur cette photo, même si elle est de moins de qualité, l'aspect un peu humide et mielleux des lésions qu'on retrouve essentiellement aussi ici à la racine du nez et autour de la bouche. Alors on passe aux maladies virales, et je vais d'abord aborder deux maladies qui, grâce à la vaccination, qu'on voit de moins en moins, mais comme vous le savez, avec les flux migratoires, etc., qu'on peut voir réapparaître. La rougeole est une maladie où l'enfant est généralement quand même moche. Il fait une éruption très rouge avec des maculopapules qu'on palpe, qui sont généralement assez larges et confluentes. Et ça commence au niveau du tronc, ça va passer derrière ses oreilles pour revenir au niveau de sa face, et puis s'étendre sur le reste du corps, et donc le tronc et les extrémités. Ça desquame en 5-6 jours, une petite semaine, avec une desquamation furfuracée, donc on a une espèce de farine au niveau de la peau, et ils ont généralement les muqueuses oculobucco-nasales très rouges, parce que cette atteinte, et ils ont généralement une atteinte de l'état général, de la fièvre, un enfant qui est irritable et qui a surtout un catarrhe oculonasal extrêmement important, et donc ils sont en train de tousser, d'éternuer, de cracher ces virus qui sont extrêmement virulents, 95% de taux d'attaque, donc 5 jours avant, 5 jours après le rash. L'évolution est dans la majorité des cas favorable dans une dizaine de jours, mais peut être menée à des complications essentiellement neurologiques. L'encéphalite rougeoleuse dans les 7 jours du début de l'infection, ou ce qu'on redoutait, et pourquoi aussi on vaccine, c'est le développement de la panencéphalite sclérosante subaiguë qui peut apparaître jusqu'à 7 ans après la primo-infection. Prophylaxie, on peut faire une vaccination des personnes en contact, on peut donner des immunoglobulines aux personnes susceptibles, et là on peut faire éventuellement des cultures virales, même si on en fait de moins en moins, ou les sérologies et potentiellement les PCR. Alors, un enfant, donc, il y a quand même une certaine altération de l'état général, il y a surtout un catarrhe oculonasal, une éruption confluente, très rouge, et alors, la chose qu'on décrit dans beaucoup de livres, mais personne ne voit jamais, ce sont les taches de Koplik, qui sont ces dépôts comme de grains de sel à la face interne des joues, qui sont assez pathognomoniques de l'infection, mais qui sont au départ très rapidement fugaces, et donc généralement elles ont disparu avant de les mettre en évidence. La rubéole, autre infection qu'on voit de moins en moins grâce à la vaccination, c'est un peu comme la rougeole, mais en moins pire. C'est-à-dire que on a des macules également, mais qui sont plutôt rosées que rouges, qui ont la même distribution, donc la face, le tronc, les membres, qui disparaissent un peu plus vite, et généralement une atteinte modérée, voire absente des muqueuses, avec un enfant qui garde un bon état général et une évolution généralement rapidement favorable. La seule chose négative, c'était ce syndrome de rubéole congénitale qui, lorsqu'une jeune femme faisait lors d'une grossesse une primo-infection, elle pouvait transmettre à son enfant qui avait une atteinte neurologique extrêmement sévère du fœtus,
et qui a amené en fait à vacciner toutes ces mères. Alors, on la voit de nouveau à la fin de l'hiver, au printemps, et alors la contagiosité est un peu plus longue, 7 jours avant, 7 jours après le H, et donc il faut être prudent avec les femmes enceintes. On ne peut pas les vacciner une fois qu'elles sont enceintes, c'est un vaccin vivant atténué, et on va faire une surveillance si elles ont été en contact. Donc voici un adolescent avec une rubéole, on voit que c'est une disposition assez extensive, mais qu'il y a de la peau saine entre ces lésions et que c'est plus rosé, moins rouge. Dans les maladies virales, elles sont très nombreuses. Et donc, une des autres assez caractéristiques, c'est la roséole ou l'exanthème subi, qui est lié à HHV6. Alors, c'est une histoire extrêmement caractéristique et donc qui peut porter le diagnostic juste à l'anamnèse. Mais seulement, le problème, c'est qu'au début, on n'a que le début de l'histoire et donc là, ça devient un peu difficile. Donc, le début de l'histoire, c'est de la fièvre. Pendant 3 à 5 jours, isolé, élevé, un enfant qui fait 40 de fièvre, qui est irritable par sa température, qui a éventuellement des tympans un peu congestifs qui peuvent faire orienter vers une otite qu'il n'a pas, ou qui a juste virale, des adénopathies et parfois même des bébés qui ont une fontanelle bombante et qui peuvent faire craindre une atteinte plus de type méningite. Et puis, la fièvre s'arrête brutalement et apparaît là, brutalement, une éruption dans 24 à 48 heures après l'arrêt de la fièvre, et c'est une éruption discrète du tronc, plutôt rosée, qui disparaît spontanément, et là, miraculeusement, l'enfant va beaucoup mieux et évolue rapidement favorablement. L'exanthème subi est un très grand pourvoyeur de convulsions hyperthermiques liées à la fièvre élevée du début de la maladie, survient toute l'année, souvent les jeunes enfants en âge préscolaire. La contagiosité est relativement faible et surtout pendant la phase fébrile. Alors, les immunosupprimés pourraient refaire des réactivations de ce germe. On en a déjà, ça a déjà été décrit. Alors, voici une roséole discrète sur le tronc. Alors, la maladie suivante, c'est le mégalérythème épidémique. C'est souvent des noms un peu compliqués, parfois on dit, mais alors là, l'histoire, elle est aussi assez facile, c'est la maladie des joues giflées ou le slap cheek disease en anglais. Donc, c'est cet enfant d'âge scolaire, donc qui est généralement un peu plus âgé, qui a des joues extrêmement rouges, qui court partout parce qu'il est en bon état général, et puis qui va développer quelques jours après ses joues très rouges un érythème réticulé au niveau des membres. Donc, les parents le présentent avec un érythème en dentelle et qui va évoluer favorablement d'une dizaine de jours, voire quelques semaines, qui peut être réaugmenté par l'exposition à la chaleur, au soleil. Et alors, en fait, le risque du parvovirus B19, c'est son tropisme pour les lignées érythrocytaires, et donc le risque de crise aplasique, on va y revenir juste après. On le voit fin de l'hiver et du printemps, plutôt donc chez l'enfant plus âgé, et en fait, on dit toujours il y a un risque de crise aplasique, donc on voudrait pouvoir prévenir, mais quand le rash est là, donc quand l'enfant a ses joues rouges, il n'est plus contagieux, il était contagieux avant. Donc la prévention et l'exclusion de cet enfant de l'école ou du milieu d'accueil n'a plus d'intérêt une fois qu'il a son rash. Donc si une femme enceinte a été en contact avec un enfant, il faut faire de la surveillance. Pour revenir justement à ce risque qui est les risques de crise aplasique, donc le parvovirus, on pense qu'une bonne moitié des adultes sont immuns contre ce germe et qu'une femme, 3 à 4% des femmes enceintes vont faire une infection pendant la grossesse. Et que cette infection pendant la grossesse peut amener à une infection du fœtus et des cellules érythrocytaires du fœtus, ce qui peut amener une anémie vu leur tropisme. Et alors l'anémie chez le fœtus peut amener à un anasarque ou à un hydramnios, mais c'est relativement rare. Par contre, il ne va pas donner de malformation fétale, c'est vraiment une atteinte de la lignée érythrocytaire. Donc on fait généralement une sérologie maternelle au départ, et puis on va faire éventuellement et on va suivre cette maman avec des échographies attentives et faire plus si on a des signes évocateurs d'hydramnios ou d'anasarque, et là, la myosynthèse, la tordosynthèse peut confirmer l'atteinte fétale. Alors, les autres adultes ou plus grands enfants qui ont des troubles de la lignée érythrocytaire peuvent éventuellement être aussi à risque de faire une anémie sévère et profonde liée à ce gène.
Donc, ils sont en bonne santé, donc ils sont en bon état général, les joues très rouges comme on voit ici, et puis cet érythème réticulé un peu en dentelle sur l'ensemble du corps et surtout du tronc et des membres. Alors après les plaques, on va passer aux vésicules et aux bulles. Alors la première dont je voulais évoquer, c'est le pied-main-bouche, et son nom évoque effectivement la clinique de la maladie. Pied-main-bouche, entérovirus non poliomyélitique, période estivale. Donc l'entérovirus, c'est vraiment toute une famille de virus qu'on voit essentiellement pendant la période estivale, alors qu'il peut se prolonger quand même un peu. Là, maintenant, on a de plus en plus des modifications, mais et donc, c'est en été où on voit apparaître un enfant qui a des vésicules à contenu citrin avec un petit liseré rouge sous-jacent ou parfois des petites maculopapules qu'on voit. Et alors, c'est la paume des mains et la plante des pieds. Donc ça, c'est très, très caractéristique, parfois un peu sur les fesses. Et puis, ils en ont au niveau de la bouche et des lèvres. Ils font généralement pas beaucoup de fièvre et leur problème principal, parce que parfois ils en ont également à l'intérieur de la bouche, c'est la dysphagie et l'anorexie. Ça évolue généralement spontanément, sans traitement, en une dizaine de jours. Les entérovirus ont un tropisme pour le cœur et pour le système nerveux central, et donc on peut avoir des complications type myocardite ou atteinte du système nerveux central, mais qui sont globalement assez rares. La contagiosité est de nouveau de plus ou moins une dizaine de jours, mais relativement faible, et on ne prend pas de mesures spécifiques. Donc, on voit ici des atteintes au niveau de la paume des mains, éventuellement des atteintes intrabuccales avec des lésions plutôt hafteuses, et c'est parfois associé à un petit rash estival chez l'enfant. L'autre vésicule, c'est la varicelle. Alors, la varicelle, généralement, on la connaît bien, on la reconnaît bien. Donc, c'est ce rash qui est photosensible généralisé, qui sont des lésions, en fait, qui passent par différents stades. Donc, d'abord, on a une macule, une rougeur, puis qui devient un peu papuleuse, puis la vésicule apparaît dessus. La vésicule est éliminée par érosion. On a une atteinte érosive après, et puis la croûte. Et la grande caractéristique de la varicelle, c'est de retrouver sur une même surface cutanée des lésions d'âge différents, et donc des vésicules mélangées à des croûtes. Alors, on a une possibilité d'atteinte des muqueuses avec ces lésions qu'on va retrouver, soit on peut retrouver des vésicules vraiment qu'on observe au niveau des muqueuses des yeux, du nez, de la bouche, avec des enfants qui sont un peu plus, ont des difficultés pour s'alimenter, possiblement ou douloureux. Et alors, une des autres caractéristiques, c'est très prurigineux, donc généralement, ils se grattent beaucoup. Fièvre relativement modérée. De nouveau, la majorité des cas, c'est une évolution bénigne en 10 jours. Il faut savoir que quand même chaque lésion cutanée est une porte d'entrée pour des microbes, notamment pour tous nos microbes de la peau, et donc surinfection bactérienne qui sont fréquentes, à type aussi d'impétigénisation des lésions, mais aussi fasciites nécrosantes, qui sont un grand effet néfaste de la varicelle. Et puis c'est un virus de la famille des herpès qui ont un tropisme, comme tous les virus de la famille des herpès, pour le foie et pour le cerveau. Et donc on peut avoir des hépatites et puis alors des atteintes du système nerveux central. La plus fréquente est les cérébellites, mais on peut aussi avoir éventuellement une méningoencéphalite, ce qui est extrêmement rare. Alors, ça arrive toute l'année, mais principalement au printemps, 5 jours avant le rash et la contagiosité, jusqu'à ce que toutes les lésions soient croûteuses. Et donc, actuellement, on fait quand même une exclusion des milieux scolaires. Dans certains endroits, ils ne le font pas. Et puis alors, c'est des mesures d'hygiène standards, et on a différentes techniques au laboratoire, mais la clinique est quand même généralement très évocatrice. Alors, on voit ici une varicelle standard avec des lésions bien vésiculeuses qui sont distinctes. On voit des lésions dans la bouche. Malheureusement, il y a surinfection bactérienne, et donc cet enfant a une impétigénisation de ces lésions de varicelle. Et puis alors, ici, c'est un début de fascite nécrosante chez une petite fille. Toujours bon à savoir, c'est que dans une même famille, le premier cas a généralement un certain nombre de boutons, plus ou moins importants. Le deuxième cas va avoir plus de boutons. On n'a pas vraiment d'explication, mais c'est comme ça. Le deuxième cas, le cas secondaire dans la même famille, aura toujours plus de boutons. Alors, comme tous virus de la famille de l'herpès, ils ont une latence et peuvent se réactiver. Alors, le zona est une maladie plus de l'adulte et qu'on voit plus chez éventuellement les adolescents. Juste savoir qu'un enfant qui a fait une varicelle avant l'âge d'1 an a un risque de faire des zonas. La région la plus fréquemment atteinte, c'est le thorax.
et c'est d'une région, donc une atteinte de l'hémithorax, donc qui ne traverse pas la ligne médiane, c'est un critère diagnostique, qui suit un métamère, et à savoir chez l'adulte, beaucoup plus que chez l'enfant, le traitement précoce avec les antiviraux va diminuer le risque de douleur post-zostérienne. Alors, cette réactivation peut également survenir au niveau des yeux et donc donner des zonas ophtalmiques qui sont plus gênants, qui chez la personne immunocompétente ne posent pas nécessairement de soucis majeurs, mais chez les patients immunosupprimés nécessitent parfois l'administration d'acyclovir intraveineux. Alors, pour rester en fait dans la famille de l'herpès, on va parler de l'herpès simplex. Alors, pour une question de temps, je vais passer sur le cas clinique et juste évoquer donc tous ces virus de la famille de l'herpès, qui sont des virus ADN, sont une phase de latence et peuvent avoir un état latent avec des réactivations. Et alors, ils peuvent se voir à tout âge, et notamment dans la période néonatale. Et dans la période néonatale, on peut avoir une forme mucocutanée qui survient en fait dans les 15 premiers jours de vie et qui n'est pas associée généralement à beaucoup d'impact. Mais cette forme d'herpès néonatale peut être disséminée ou atteindre du système nerveux central, et là, elle est beaucoup plus morbide. Et donc, il faut un enfant qui a un herpès doit toujours éventuellement nécessiter un bilan. C'est juste pour décrire, mais ce n'est pas vraiment l'objet parce que c'est plus spécifique. Et l'herpès est différent de la varicelle néonatale, savoir que dans nos pays, plus ou moins 90% des femmes sont généralement immunes contre la varicelle, mais les jeunes femmes immigrées, hémisphère sud, beaucoup moins d'incidence de varicelle. Donc les personnes qui sont originaires de l'hémisphère sud et qui viennent d'arriver en Belgique sont généralement non immunisées contre la varicelle, et donc ces jeunes femmes peuvent faire de varicelle pendant la grossesse et aboutir à une varicelle néonatale qui se présente généralement comme une varicelle chez un enfant plus grand et qui n'est pas nécessairement plus grave. Alors, l'herpès simplex chez des enfants plus âgés, donc c'est des lésions vésiculeuses qui donc là sont généralement en grappe, et donc c'est ça qui le distingue plus de la varicelle et qui sont généralement extrêmement localisées. Mais chez l'enfant, c'est la gingivostomatite herpétique où ils ont parfois un petit peu de fièvre, ils ont un état général cependant conservé. Alors, de nouveau, risque de surinfection bactérienne de ces lésions érosives qu'on voit, et de nouveau l'atteinte hépatique ou du système nerveux central. Et donc, on voit ici un enfant avec une gingivostomatite de type herpétique, et puis ici la surinfection potentielle de ces lésions. Alors, la récurrence peut se marquer sous forme de boutons de fièvre. Parfois, on a une récurrence au niveau de l'œil qui est un peu plus embêtante. Et alors, juste certains panaries ne sont pas des panaries, mais bien des atteintes herpétiques. Alors, juste pour dire que certaines éruptions virales ou autres germes peuvent donner des éruptions qui sont tout à fait bénignes et qui disparaissent rapidement, dont l'érythème polymorphe, qui a un aspect en cocarde et qui est généralement symétrique et la plupart du temps sur les membres, ou le gianotic rosti, qui sont des papules rosées ou rouges qui vont se mettre surtout sur les zones d'extension, donc les coudes, la face et les genoux, et qui aussi disparaissent spontanément. Donc parfois on a beaucoup d'éruptions un peu atypiques qui ne ressemblent à rien, mais si l'enfant a un bon état général, c'est rassurant. Alors, je vais juste terminer avec la maladie de Kawasaki, qui est une maladie inflammatoire dont on parle généralement, mais c'est un diagnostic d'exclusion. C'est une vascularite, et alors en fait les critères, c'est des grands critères diagnostiques majeurs, avec une fièvre qui dure depuis plus de 5 jours, un enfant qui a une atteinte des conjonctives avec une conjonctivite larmoyante mais qui est non purulente, une atteinte de type chélite avec une relangue framboisée, un gonflement, une rougeur des extrémités, donc des pieds et des mains, et alors a posteriori une desquamation de la peau liée au gonflement préalable et éventuellement un rash. Et alors c'est l'association en fait de tout ça qui l'a fait suspecter, mais c'est juste parce que ça peut donner des anévrismes coronariens et des infarctus du myocarde par atteinte des coronaires directement, et donc qui doit éventuellement faire évoquer le diagnostic. Et donc c'est l'association de la fièvre, l'atteinte de la bouche et de la langue, les conjonctives, les paumes et les pieds qui sont rouges et gonflés, éventuellement un rash un petit peu maculopapuleux de toutes sortes de formes, donc il n'est pas très spécifique le rash dans ce cas-là.
On voit qu'on a des atteintes aiguës, c'est surtout la fièvre et les ganglions, et puis l'atteinte des conjonctifs. Donc, en conclusion, face aux maladies éruptives de l'enfant, c'est votre qualité de clinicien qu'il faut mettre en avant, et c'est observer tout ce que vous voyez qui va vous permettre d'arriver à un diagnostic probabiliste. Oui, le laboratoire peut vous aider, mais dans la majorité des cas, on n'en a pas nécessairement besoin. Alors, la majorité sont, comme on l'a vu, relativement bénignes et évoluent bien, mais il faut pouvoir reconnaître les atteintes sévères, dont la méningococcémie et potentiellement la fasciite nécrosante. Alors, c'est vrai que la majorité de ces infections sont contagieuses, mais généralement, les adultes autour sont humains, et donc ce n'est pas... il n'y a pas vraiment de conséquences à ça. Il faut quand même être prudent avec les immunosupprimés ou les très jeunes enfants. Dans les diapositives, vous trouverez des tableaux récapitulatifs des infections. Voilà, je vous remercie de votre attention.